temps des cathédrales, le monde est entré. On dort tranquille dans les banlieues dortoirs. C'est l'heure où les honnards descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building? C'est toujours les honnards. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Dès l'instant où nous avons une bonne histoire et une bonne musique, nous sommes généralement des spectateurs comblés. Alors ce soir, dans Starmania, Miss Saigon, Notre-Dame de Paris et les autres, nous sommes d'abord allés rencontrer Claude-Michel Schoenberg, compositeur de Miss Saigon, des Misérables, de la Révolution française, du Retour de Martin Guerre. Nous avons également rencontré Luc Plamondon, auteur de Starmania et de Notre-Dame de Paris, entre autres. Ils vont nous raconter les coulisses de toutes ces comédies musicales qui ont souvent connu le monopole des Américains, notamment avec les grands succès des comédies sur Broadway, les pas de danse des acteurs américains et l'envoûtement d'une comédie musicale qui revient, West Side Story. Toujours sur scène, toujours cette comédie musicale West Side Story bien sûr, et même encore à Paris, mais même au cinéma, il y a le carton de Grease. Pour les Américains, la comédie musicale américaine, le cinéma américain et les Français, me direz-vous? Eh ben ça va bien, merci. Tellement les célèbres demoiselles de Rochefort. Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes deux nées de pères inconnus. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue, nous sommes de sœurs jumelles. Ça y est, les spectacles écrits par des Français sont partout des énormes succès. Depuis des années, sur Broadway, à Londres, au Japon, partout on chante, on joue du Plamondon, du Schoenberg, du Berger, du Boublil. Bref, le talent français conquit le monde et on n'en est pas peu fiers. Alors ce soir, nous allons passer en revue ces revues justement, avec des documents magiques et rares, revoir la naissance de Starmania, son évolution peut-être jusqu'à l'an 2000. Nous allons constater les succès mondiaux que sont les Misérables, Martin Guerre ou encore Miss Saigon et bien sûr Notre-Dame de Paris, mais la toute première comédie musicale est née en 1973 et ça s'appelait La Révolution française. La première fois que j'ai vu Boublil, c'est en 67. Parce que j'étais directeur artistique chez EMI. Et avec Michel Berger, on s'occupait d'une jeune chanteuse qui s'appelait Patricia. Lui, il avait écrit une chanson qui s'appelle Quand on est malheureux, qui avait bien marché. Et moi, j'avais écrit une chanson qui s'appelait Tous les jours à 4 heures, qui était l'histoire d'une petite fille qui s'ennuyait dans la vie, quoi. Et Alain écoutait la chanson, il était éditeur de musique, et il a écouté la chanson une fois à la radio. Et puis, je sais pas, il a eu un coup de foudre pour la chanson, il m'a appelé pour me demander si il pouvait l'éditer. Et donc, on a fait connaissance, et puis on a vu qu'on avait beaucoup de points d'intérêt communs. Et j'ai commencé à écrire des chansons qu'il éditait.
Et c'est un jour, en 73, il est venu me voir en me disant que pourquoi on n'écrirait pas 24 chansons illustrant la Révolution française, puisqu'il avait vu Jésus-Christ Superstar à Londres. Et il pensait que la Révolution française était un bon sujet pour ça. Et c'est comme ça qu'on a démarré pour écrire ce qu'on peut appeler des comédies musicales. On s'est rendu compte très vite qu'on avait des points de vue communs sur la dramatisation, comment construire un spectacle, mais d'une façon excessivement maladroite et très inconsciente, on a bâti un truc qui se tenait pendant 2 heures, quoi. Et là, j'ai décidé de jouer Louis XVI. À Versailles, chaque jour, papa se retire pour faire des serrures dans son grenier. Allez, viens dans le parc, nous pourrons courir, mais d'abord, je voudrais te dire un secret. J'ai surpris ce matin une conversation. Il paraît qu'à Paris, c'est la révolution. Il paraît qu'on se bat dans les rues. Je ne sais pas pourquoi. Ne crois-tu pas qu'il faudrait en parler à maman et papa? Ce qu'il y a, c'est que la Révolution française, c'était un double album de 24 chansons, où il y avait ce qu'on peut appeler à l'époque un tube qui s'appelait Chouan en avant, qui était une chanson on ne peut plus réactionnaire, et qui a fait énormément de succès, qui était chantée par Jean-François Michael. Et l'album a commencé à se vendre énormément. C'est-à-dire qu'à la fin, on est arrivé avec 500 000 albums vendus en France. Et donc, à ce moment-là, Jean-Serge d'Europe numéro 1, Tominé, le propriétaire du Palais des Sports, et la LAP, qui était un groupe de producteurs de spectacles, Holiday on Ice, le Cirque de Moscou, nous ont demandé de faire un spectacle avec ces 24 chansons. Il a fallu faire une structure dramatique pour faire un spectacle. Il n'y a eu que Alain et moi on s'est mis au travail pour faire les liaisons entre les chansons, quoi. L'impôt d'église, moi j'en fais remise. Mon droit de chercher l'abandonne à la masse. Et puis, la pension du roi, supprimons-la. Abat tous les privilèges, la liberté reconnaîtra les siens. Abat tous les privilèges, la chance doit changer de main. Ce spectacle de la Révolution française a reçu tous les noms possibles et imaginables pour le genre. Spectacle de variété historique, tableaux musicaux, comédie musicale et le plus fréquemment opéra rock. 2 ans plus tard, en 75, à des kilomètres de là, Starmania naissait. Je sais, ce Berger n'était pas le genre à faire les premiers pas en général, vers les gens en général, aussi bien dans la vie que professionnellement. Il attendait toujours que les gens viennent vers lui. Donc, mais moi, je venais toujours... Comme Michel, c'est lui qui m'a appelé, pensant m'appeler à 4 h de l'après-midi, il m'a appelé à 4 h du matin. Et il a tout voulu me dire dans une phrase. Il dit, bonjour, je m'appelle Michel Berger, je suis un compositeur français. J'ai dit, oui, je connais. Bon, moi, j'adorais les premiers albums de Véronique Sanson qu'il avait produits. Donc, il me dit, je voudrais faire un opéra rock avec vous, parce que vous écrivez la violence du monde moderne et que j'ai en moi une violence que je voudrais exprimer dans ma musique. Alors évidemment, à 4 h du matin, ça réveille, avec sa voix douce et fraîche. La rencontre s'est passée au théâtre de Chaillot, où Diane Dufresne chantait en vedette au théâtre de Chaillot. Et il était venu avec France. Et donc le lendemain, je suis allé chez eux, Villa Beau Séjour. Et il m'a joué des musiques. Une, oui, qui est devenue le Monde Stone 6 mois plus tard, mais... J'ai essayé tous les mots d'une syllabe de la langue française. Je me suis fait virer. J'avais essayé Seul, je marche seul. Seul, je marche seul, je cherche le soleil au milieu de la nuit. C'était beau, ça sonnait bien. Mais il m'a dit ça, un Français aurait pu l'écrire. Je t'ai pas fait venir à Paris pour écrire ça. Non. Et le jour où j'ai trouvé Stone, le mot de Stone, bon, je dis, est-ce que j'ose le lui montrer? Et j'ai mis sur le piano, il a chanté, il m'a dit « Voilà exactement ce que j'attendais de toi ». Il composait très très vite. Dès qu'on lui mettait un texte sur le piano, le blues du businessman, il a écrit la musique sur « J'aurais voulu être un artiste » en lisant la phrase. Il a posé
il a posé les mains sur le piano à la fin de la phrase. Il a fait « J'aurais voulu être un artiste ». Tout le monde croit pouvoir chanter le blues de Businessman. C'est la chanson la plus populaire dans les karaokés en France. Et c'est une chanson qu'on joue dans tous les pianos bars, partout. Et tout le monde croit pouvoir la chanter, mais elle est extrêmement difficile à chanter. Et surtout, il ne faut pas que ça ait l'air difficile. Donc, il y a très très peu de chanteurs qui peuvent la chanter bien. J'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie, pour pouvoir inventer ma vie. Il voulait tout le temps quelque chose à bouffer tous les jours. Et un jour, un soir, je lui ai dit, j'ai rien à te donner, écoute, tu vas trop vite. Et il fouille dans mes brouillons et il trouve... Mais il dit, ça c'est bien, pourquoi tu me donnes pas ça, là? On dort les uns contre les autres, on vit les uns avec les autres, on se déteste. Genre, ben oui, bon, oui, c'est 8 lignes, tu peux les prendre. Je voulais l'impressionner, donc j'attendais d'avoir quelque chose de plus costaud. Et... Puis bon, un texte comme ça a l'air d'une petite chanson. À côté, par exemple, du blues du Businessman ou des adieux d'un sexe symbole, ça a l'air d'une petite chanson. Donc je voulais je l'avais même oublié carrément dans mes brouillons. Il est parti un quart d'heure, il est revenu, il dit, viens écouter, t'as que 4 lignes à ajouter, la chanson est faite. J'ai écrit les 4 lignes tout de suite. C'est ma chanson la plus courte. Et c'est la chanson qui a démarré Starmania. Le premier tube de Starmania, ça a été Les uns contre les autres, chanté par Fabienne Thibault. Et c'est la chanson qu'on a voulu faire chanter par Diane Dufresne. Et elle a dit, moi je sais pas quoi faire avec un slow, je vois pas pourquoi Diane Dufresne chanterait un slow. Bon. Et après on l'a proposé à France Gall, qui a dit, oh, ben non, moi si je participe à un opéra rock, je voudrais quand même faire autre chose qu'une petite chansonnette comme ça. Et Fabienne Thibault a dit, bah, ça peut vous rendre service, moi je veux bien vous la chanter. Elle avait déjà Le Monde est Stone, La serveuse aux tomates et Ziggy, elle avait déjà quand même 3 chansons importantes. Et donc elle a eu, et c'était la chanson qui a tout démarré. Il y a toujours une nouvelle génération de jeunes qui vient. On dira chaque année, il y a comme une nouvelle génération de jeunes et qui ne connaissent pas beaucoup la genèse de Starmania. Donc quand je les vois au théâtre, quand ils me voient, ils me parlent, ils me posent toutes sortes de questions. Comment ça a commencé, comment ils sont fascinés. Je veux dire, même le fils de Michel Berger, Raphaël, il y a 2 ans, il avait 16 ans, bon, il m'a demandé à un moment donné, il est venu en vacances chez moi au bord de mon lac au Québec, il m'a dit, mais dis-moi, comment vous avez fait ça, toi et papa, comment vous avez fait? Il était fasciné parce qu'il mettait Starmania tous les soirs après le dîner et on aurait dit qu'à 16 ans, il venait vraiment de découvrir. Il avait entendu toute sa vie, mais là, tout à coup, il s'y était plongé. Et comme tous les adolescents, d'ailleurs, de sa génération. Et donc, il était fasciné il voulait comprendre, il voulait savoir comment ça s'était fait. Musical, il y a différentes manières de les travailler. Absolument, parce que j'avais une grande conversation avec Alain après la Révolution française et je lui ai dit la prochaine fois, on ne fera pas 24 chansons, mais on prendra un sujet que l'on peut écrire selon une structure d'opéra, c'est-à-dire avec un prologue, 3 actes, un épilogue. Et ce n'est que 5 ans après, parce qu'on a fini la Révolution française en 73, puis on est retourné à notre boulot de producteur de chansons, de chanteuses et de chanteurs, et personne ne nous demandait qu'est-ce qu'on allait faire, quoi. Malgré le succès de la Révolution française. Et en 78, Alain est allé voir Oliver à Londres. Je suis allé le voir avec lui, parce qu'en voyant le petit garçon sur scène, il a fait l'assimilation avec Gavroche. Et il m'a dit, mais pourquoi on ne ferait pas Les Misérables? Et puis je me suis dit, mais ça a dû être déjà fait, c'est pas possible, quoi. Puis on s'est aperçu que personne n'avait fait Les Misérables. Il n'y a eu qu'une seule tentative d'écrire Les Misérables en spectacle musical, c'était Puccini, en 1902. Mais il trouvait que c'était trop compliqué. Alors donc on s'est mis au boulot, on a tout arrêté.
J'ai vu Les Misérables à Londres, j'ai vu Les Misérables à Montréal, j'ai vu Les Misérables à New York, oui, j'ai vu Les Misérables, et c'est un... Les Misérables, c'est vraiment un exemple de bonne structure de spectacle, de comédie musicale. Bon, je ne crois pas que j'aurais fait Les Misérables, non. Je ne crois pas que le sujet m'aurait intéressé, moi, Les Misérables, non. Ce qui m'intéressait dans Notre-Dame de Paris, c'est quand même avant tout le côté passionnel, et c'est toutes ces histoires d'amour qui n'aboutissent pas, tous ces désirs inassouvis. C'est une histoire de désir, c'est du désir d'un bout à l'autre, et aucune histoire n'aboutit. Et c'est très fort, c'est comme moteur, c'est comme suspense finalement. Et curieusement, la première chanson que j'ai écrite pour Notre-Dame, c'est Belle. Et Belle, c'est la chanson qui contient le désir de Quasimodo, de Frollo et de Phébus pour Esmeralda. Et c'est tout le sujet de l'histoire finalement qui est contenu dans la chanson. Je m'en rends compte maintenant, et c'est pour ça que la chanson a été tellement porteuse pour l'album et pour le spectacle, parce que elle donne envie aux gens de venir voir le spectacle. Et c'est extraordinaire, la magie d'une chanson. Dans Les Misérables à Paris, la première version de Paris, il y a eu un truc qui a eu du succès qui s'appelait La faute à Voltaire, qui a été chanté par Gavroche. Donc parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui l'ont reprise, et donc on a vendu beaucoup de disques de ça. Mais c'est pas volontaire, on se dit jamais, là il faut qu'on fasse un tube. Ce que j'essaye toujours, c'est de raconter mon histoire à travers ma musique. Et raconter une histoire en musique, c'est une approche tout à fait différente de la musique que d'écrire des chansons de variété. Il faut que, par elle-même, la musique, déjà avant les paroles, on comprenne ce qui se passe. Et la musique théâtrale n'a rien à voir avec la musique de variété. Ce qui est important pour Alain et moi, c'est qu'on comprenne pourquoi le sujet peut être chanté. Parce qu'il y a des sujets qui sont formidables pour être des pièces, des films, et qui ne justifient pas du tout d'être chantés. Pourquoi les gens vont se mettre à chanter? Les Misérables, le bouquin de par lui-même, c'est un opéra littéraire, donc on savait qu'il y avait une bonne raison de le chanter, puisqu'il y a une constante sublimation des sentiments. Vous à la barricade, écoutez-moi. Le peuple de Paris dans son lit. Vous n'avez plus la moindre chance. Alors sauvez vos vies. Demain seul dans mon histoire, je perdrai tout jamais. Un grand jour perdu sans le voir. Quand ma vie commence à perdre, un peu plus seul chaque soir. Je jure d'être fidèle, je l'évoque dans ma mémoire. Un grand jour est pour demain. Dois-je aller là où elle va? Demain sur la barricade, suivre mes frères au combat. Un grand jour se lève enfin. Comment faire, ai-je bien le droit? Et les droits de l'homme s'écrient. Le grand jour, leur émeute en culotte courte, je la suivrai dans le rang. Je les pousserai sans qu'ils s'en doutent à s'éclabousser de le grand jour. On attend la plume, et quand ils ont du plomb dans la nous on les plume. Un bijou ici, un petit trou en face, y a plus qu'à attendre l'ouverture de la chape. La flamme de la colère, noire, la nuit de l'ignorance. Rouge, allons dans fin de l'être, noir, l'amant de l'espérance. Bonjour Paris, c'est moi,
Gavroche, c'est plus un mioche qu'on se le dise. Je suis dans la rue avec les cloches, je vais ni à l'école ni à l'église. J'ai pas de blé mais je me fais pas de bille, y a de l'oseille dans tout Paris. Ici tu sais chacun fait son merci, un jour on fauche, l'autre on mendie. On est libre, on décide, suivez-moi, suivez le guide. Pitié, pitié. Selon toute évidence, nos deux stars de la comédie musicale ont eu au départ la même démarche, c'est-à-dire la préparation d'un album, le succès d'un album, et ensuite la décision de monter un spectacle, une vraie comédie musicale. J'ai pas inventé ça de sortir un disque avant. Dans les années 70, Jesus Christ Superstar, Evita, ensuite Chess, enfin il y a eu Tommy, tout ça, c'est sorti d'abord sur disque. Et donc on a voulu faire comme ça. De toute façon, on n'avait pas le choix. Quand on a écrit Starmania, il fallait qu'on prouve. Aucun producteur n'aurait produit Starmania sur scène si on n'avait pas fait un disque avant. Et d'ailleurs, nos producteurs ont attendu qu'on ait vendu 100 000 albums avant de signer le Palais des Congrès pour un mois. Comme Andrew Lloyd Webber et Tim Rice avaient fait pour Jésus-Christ Superstar, qui était d'abord un album, ou pour Evita. Et nous, on avait suivi un peu cette façon de faire. Le problème, c'est que chacun a eu trop peu de temps pour convaincre et installer leur succès. Les jeunes de maintenant, ils croient qu'on a joué le premier Starmania, qu'ils n'étaient pas nés encore, ils croient qu'on a joué le premier Starmania pendant des années. Mais quand je leur dis, mais non, Daniel Balavoine, il a joué Starmania 24 fois. Et Diane Dufresne, et Fabienne Thibault, et France Gall. Ce qu'il y a, c'est que la Révolution française, le spectacle lui-même était bourré au bout de 8 jours. Et on était obligé d'arrêter au bout de 42 représentations parce que le cirque de Moscou arrivait. Évidemment, on ne pouvait pas changer le planning, quoi. On a mis à peu près 2 ans à écrire la mouture française des Misérables qui était donnée au Palais des Sports avec Robert Hossein comme metteur en scène. Et ça a tenu 3 mois au Palais des Sports avec énormément de succès. Le disque a très bien marché aussi. Mais il y avait encore le cirque de Moscou qui arrivait, donc on était obligé de fermer le 14 décembre. Et puis de nouveau, personne ne s'est inquiété si on avait envie d'écrire d'autres choses ou pas. Mais bien sûr, heureusement, les critiques avaient déjà leur célèbre flair. Elles ont été épouvantables. Épouvantables. Il y avait un journaliste qui a dit qu'on faisait concours de stupidité. Mais il faut dire que une toute petite mauvaise critique fait 10 fois plus de mal que le plaisir que peut te procurer une petite bonne critique, quoi. Ou une énorme bonne critique. Parce qu'en fait, on travaille pour le succès. Quand on fait quelque chose, c'est pour que c'est du succès. On ne travaille pas. Donc le succès est presque normal, puisqu'on le fait pour ça. Donc on est atteint quand ça ne fonctionne pas ou quand on se fait descendre. Le lendemain, quand j'ai vu un titre dans un journal qui disait « Hélas, ce n'est pas le nouveau West Side Story que l'on attendait ». Alors je lui ai dit à Dominique Segal, ouais, dis donc, ben, il dit, tu sais, c'est exactement ce que tout le monde a pensé hier soir. Alors, évidemment, c'était pas très encourageant. Les critiques avaient été mauvaises pour Carmen à la création, pour Porgy and Bess, pour Madame Butterfly, donc on essaie de se consoler comme ça. Mais après, on a eu 23 soirs merveilleux avec le vrai public, et c'était le public qui avait acheté l'album et qui était en délire, et donc... mais au bout d'un mois, on devait arrêter. On aurait pu continuer, et on ne saura jamais combien de temps on aurait pu jouer, et peut-être qu'on aurait joué pendant 15 ans. Mais la première n'a pas du tout été triomphale. Personne n'est venu nous voir en coulisses, alors qu'il y avait tout Paris dans la salle. Je me souviens, Françoise Hardy est venue nous voir, et je me souviens qu'Anouk Aimé est venue nous voir. Mais c'est les 2 seules personnes dont je me souviens, mais sinon, on était vraiment tout seuls derrière, et personne venait nous dire quelque chose. Alors on s'est cassé la gueule. Ça n'a pas été le triomphe qu'on imagine que ça a été. C'est devenu un spectacle mythique après. Voici un résumé des 20 ans de toutes les générations de Starmania. On arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas la vérité, mais on fait peur d'avoir. Quand qui se maquille, ça fait rire des passants. Et quand tu vois du sang sur ton arme de rasoir, ça fait comme l'éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville. Quand la ville sous terre
s'y promène, ressortir des brancards. J'aurais voulu être un Arthur pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie, pour pouvoir inventer ma vie. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres. Et moi je l'aime, c'est pas ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Je suis un enfant de la pollution. Le nez au vent, je respire à fond. Moi, le smoke, c'est ma drogue. Je ne peux plus m'en passer. La nature et l'air pur, ça me fait plutôt tousser. Je suis bien dans ma peau, comme un poisson dans l'eau. Sans froid ni loi, je veux vivre et mourir sans feu ni lieu. Je dois rentrer dans mes dents, ma banlieue. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Monopolis, il n'y aura plus d'étrangers. On sera tous ces étrangers dans les rues de Monopolis. Venez voir le dernier sexe symbole. Venez voir, venez rire à la fin d'une idole. On nous prend pour des fous. ce qu'on peut penser de nous. On s'en fout, on se fout de tout. Quand on n'a plus rien à perdre, On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole. on se comprend, on se consomme. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Entre les murs des grandes artères, on ne voit plus jamais son nom. Ce soir, on danse. Ce soir, on danse. On danse, on a Au secours, j'ai besoin d'amour. Au secours, j'ai besoin d'amour.
Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS de terrien en détresse. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. Storm, le monde est storm. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. 20 ans de succès pour Starmania. Mais qu'en est-il pour Les Misérables? On est dans la 14e année des Misérables à Londres, non-stop, et le spectacle est complet tous les soirs. Actuellement, je crois qu'on est autour de 45 millions dans le monde entier, parce qu'il y a eu jusqu'à 23 productions différentes des Misérables, c'est-à-dire des compagnies différentes dans le monde. Il y en a eu au Japon, en Australie, dans tous les pays scandinaves. Il y en a eu en Amérique, il y a eu jusqu'à 4 compagnies qui tournaient en même temps. Et bientôt, je crois qu'ils vont commencer en Amérique du Sud. Et il y a 4 ans, pour fêter le 10e anniversaire des Misérables, tous les gens valjean du monde se sont réunis à Londres sur scène. Do you hear the people singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of a drum, there is a life about to start when tomorrow comes. À la volonté du peuple et à la santé du progrès. Das ist die Symphonie von Menschen, die nicht länger Sklaven sind. あなたに熱い命が始まる。明日が来た時そうさすが。Elszem hogyha kell, kiállsz értünk sorcunk ért. Ifrån vår barrikad så kan man se ett framtidsland. Så kom hit och slåss, du ska kämpa med oss om du kan. By też słuch to śpiewa lud, co nie chce żyć w niewoli znów. Van al die mensen die verdommen om nog langer slaaf te zijn. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Wenn du kämpfst mit ganzer Kraft, hat bald ein Ende alle Not. Some will fall and some will leave, but you stand up and take your chance. The blood of the mothers will water the memories of France. Kan du höra folkets sång, det är en sång från marken där. Detta i krigerstaden vid oss, vi vet vi svävar i. Och i Thomas Bus, var så stärken hjärtes
ces comédies musicales, il y avait des vraies vedettes, des vedettes en devenir, de futures stars, que ce soit dans Starmania, dans Les Misérables, même dans la Révolution française, en 73. Ah, il y avait dans la troupe Balavoine, il y avait Bachung, il y avait un tas de gens qui sont devenus, il y avait Hervé Christiani, tous ces gens, mais on était jeunes à l'époque, c'est en 73. Hein. Balavoine venait juste était encore choriste, il faisait des séances de chœur dans les studios d'enregistrement, et il travaillait avec Martin Sercus également, qui étaient les gens qui représentaient le tiers-état, donc il y avait un groupe sur scène qui représentait le tiers-état. La plupart des chanteurs qui viennent chanter dans Starmania ou dans Notre-Dame de Paris ou dans toutes les comédies musicales que j'ai faites le font dans l'espoir que ce soit un tremplin pour leur carrière. Il n'y a pas cette culture de musical en France où les chanteurs rêvent simplement de passer d'un premier rôle à un autre premier rôle. En Angleterre et à New York, il y a des gens qui font toute leur vie, carrière dans la comédie musicale. Et leur rêve, c'est de trouver un autre premier rôle qui vont jouer pendant 2 ans, 3 ans et de passer d'une comédie musicale à l'autre. Mais moi, comme j'utilise plutôt des chanteurs rock ou des chanteurs pop, c'est sûr que ce sont des gens qui ont des carrières solo, même s'ils n'en ont pas déjà, qui rêvent d'en avoir une ou qui sont sur le point d'en avoir une et qui donc se servent de ça comme tremplin. Je suis terrifié à l'idée que l'année prochaine, je vais probablement perdre tous les chanteurs qui sont dans Notre-Dame de Paris. Je suis déjà en train de faire un casting intensif à Montréal, à Paris. Je passe mon temps à faire ça en ce moment, à trouver... essayer de trouver au moins 2 autres Quasimodo, 2 autres Frollo, 2 autres Clopin, parce qu'on devrait faire 2 troupes l'année prochaine. On n'a jamais engagé de grandes stars, parce qu'on a toujours considéré que la star, c'était le spectacle lui-même, l'histoire. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est trop égocentrique, c'est peut-être possible, mais on n'a jamais senti la nécessité d'engager une grande star pour faire marcher nos spectacles, parce que c'est beaucoup plus compliqué de travailler avec les grandes stars, c'est pas très sain. Et puis, on est assez dirigiste et paranoïaque dans notre façon de faire. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il faut que le spectacle soit exactement comme nous on l'imagine. Grâce à notre producteur, Alain et moi, on a un contrôle parfait sur tout ce qui se passe, que ce soit sur les auditions, les répétitions et puis le produit final, quoi. Ricky Martin a fait Marius à Broadway pendant 6 mois. Malheureusement, à l'époque, j'étais en train de monter un spectacle à Londres, et alors que j'ai l'habitude de parfois un peu tourner dans le monde entier pour voir comment se tiennent nos productions, je n'étais pas à New York à ce moment-là, mais tout le monde m'a dit un bien énorme de lui en tant que membre de la compagnie, sa gentillesse, la façon... je sais qu'il a adoré ce moment-là, et chanter à Broadway, pour lui, a été une chose de formidable. En tout cas, visiblement, ceux qui ont la reconnaissance éternelle de nos auteurs-compositeurs sont leurs producteurs. Je dois dire que je ne remercierai jamais assez Charles Tallard d'avoir accepté un metteur en scène qui ne connaissait pas uniquement sur la confiance. Il m'a fait confiance, il m'a dit « Ok, d'accord ». Mais moi, en même temps, c'était ma protection. Je savais qu'avec lui, le spectacle garderait une qualité... d'émotion et je savais qu'il le montrait d'une façon très épurée et qu'il n'essaierait pas de faire du gros show. Le génie de Cameron, qui avait produit Cats, a écouté chez des amis un soir l'album français qu'on avait fait des Misérables. Et à travers la SACEM, il a essayé de nous contacter immédiatement. Donc il est venu à Paris nous voir, on a déjeuné ensemble en janvier 83. Et cet homme qui aujourd'hui est le plus grand producteur de comédie musicale au monde a eu l'intelligence d'avoir parié sur nous. Il nous a dit, écoutez, ça me plaît énormément, mais je ne crois pas que ça soit encore prêt pour une adaptation internationale pour l'Angleterre. Il a dit, ce que je voudrais, c'est que ce soit vous qui vous remettiez au travail. Donc il n'a pas voulu nous acheter les droits, il nous a fait confiance. Parce que normalement, ce qu'aurait fait tout Américain, comme ils ont fait pour « Viens chez moi, j'habite chez une copine » ou « La cage aux folles », ils achètent les droits, ils donnent temps et après ils font ce qu'ils veulent. Et puis un jour, Claude Michel Schoenberg tombe dans un journal d'actualité sur cette photo qui le choque. J'ai vu cette femme qui accompagnait sa fille à l'aéroport de Saïgon et qui avait cherché le père de cette fille qui était un GI américain. Et elle savait très bien que du moment où elle allait trouver ce GI, sa fille pouvait partir et elle ne pourrait pas partir, que c'était la dernière fois qu'elles allaient se voir. Et cette photo a été prise à l'aéroport au moment même du départ, quoi. C'est-à-dire que ça m'a...
j'ai été doublement peiné pour la mère, comme si mon fils devait partir demain, je sais que c'est la dernière fois que j'allais le voir, également pour l'enfant, parce que si je me suis imaginé petit si j'avais dû quitter ma mère et la voir pour la dernière fois. J'ai trouvé cette photo dramatique, mais en même temps, je me suis dit que le sacrifice qu'a fait cette mère en recherchant le père américain de sa fille pour qu'elle ait un meilleur avenir aux USA plutôt que de rester au Vietnam, je me suis dit que c'était le même sacrifice que faisait Cho Cho San dans l'opéra de Puccini, qui se suicide pour que son amant américain et la femme de son amant prennent l'enfant avec eux aux États-Unis. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas mettre cette histoire de Madame Butterfly à la fin de la guerre de Vietnam. Cameron Mackintosh presents a theatrical experience like no other. The most spectacular musical ever staged. The extraordinary Miss Saigon. A story of love and sacrifice that stuns audiences every night in New York, London and Tokyo with its power, passion and spectacle. Saigon streets and bars are woven into an exotic background for the tragedy unfolding outside. The London Sunday Times said, musicals come and go, this one will stay. The heat is on in Saigon. The girls are hotter than hell. One of these things here will be Miss Saigon. Now the tension is high, not to mention the smell. Have been built in Toronto and Amsterdam to stage this modern masterpiece, while audiences in New York and London are still cheering Miss Saigon. Pour nous, pour Alain Boublil et moi-même, il faut qu'on ait le sentiment de se renouveler à chaque fois. C'est pour ça qu'on ne fait pas ni Notre-Dame de Paris, ni Monte Cristo, ni Napoléon. Parce que je crois qu'une fois qu'on a fait Les Misérables et qu'on a fait ce que l'on devait faire avec Les Misérables, c'est inutile de toucher à une histoire de cette même époque, de cette dimension. Et puis ce qui est intéressant au bout du compte, c'est pas dans notre façon de travailler, on ne décrit pas, on ne donne pas de cours d'histoire. Les biographies, j'aime pas trop ça, moi. Ce qu'il faut trouver, et ce qu'on a l'habitude de faire et d'écrire, et qu'on sait bien écrire, c'est l'histoire de gens très simples. Un garçon et une fille qui sont amoureux, ou c'est toujours une histoire d'amour de toute façon, ou même un type qui est poursuivi par un autre. Le contexte étant quelque chose parfois d'épique, comme les barricades à Paris en 1832, ou comme la guerre du Vietnam. Mais on ne raconte pas la guerre du Vietnam, nous. C'est le background de la guerre du Vietnam. Ce qu'on raconte, c'est l'histoire de ces deux amoureux-là. Et si on ne raconte pas une histoire humaine, l'histoire de gens simples, perdus au milieu d'événements extraordinaires, pour nous, ça ne fonctionne pas et ça n'intéresse personne. Parce qu'on n'est pas là pour raconter la guerre du Vietnam. On est là pour raconter une histoire d'amour qui se passe pendant la guerre du Vietnam.
place that won't let us feel. In a life where nothing seems real, I have found you. I have found you. In a world that's moving too fast, in a world where nothing can last, I will hold you. I will hold you. Our lives will change when tomorrow comes. Tonight our hearts drown the distant drums, And we have music, all right, tearing the night. a song played on a solo saxophone, A crazy sound, a lonely sound, a cry that tells us love goes on and on, played on a solo saxophone. It's telling me to hold you tight and dance like it's the last night of the world. on the other side of the earth, there's a place where life still has worth. I will take you. I'll go with you. You won't believe all the things you'll see. I know, 'cause you'll see them all with me. If we're together, that's when we'll hear it again. The song played on a solo saxophone, a crazy sound, a lonely sound, a cry that tells us love goes on and on, played on a solo saxophone. It's telling me to hold you tight and dance like it's the last night of the world. Dreams were all I ever knew. Dreams you won't need when I'm through. Anywhere we may be, I will sing with you a song. So stay with me and hold me tight and dance like it's the last night of the Miss Saigon, c'est une adaptation de Madame Butterfly dans une autre époque. Très souvent, les grandes comédies musicales ont été des adaptations d'œuvres très connues, comme My Fair Lady, c'était Pygmalion de Bernard Shaw, et West Side Story, c'est Roméo et Juliette. Donc, j'ai voulu trouver un sujet comme ça, et j'ai pris le dictionnaire des personnages. J'avais aussi le dictionnaire des œuvres, et tout d'un coup, j'ai tombé sur Quasimodo, et il y avait un résumé du sujet de Notre-Dame de Paris, et j'ai eu le coup de foudre tout de suite. J'avais pas envie de faire un spectacle historique, et si j'avais pas trouvé dans le roman de Victor Hugo
qui est avant tout une histoire d'amour très forte. Bon, mais s'il n'y avait pas eu ce climat social qui crée une toile de fond très intéressante et que je pouvais transposer aujourd'hui, je crois pas que je... En tout cas, j'aurais pas fait un spectacle en costume historique et en décor réaliste. Je crois que lorsqu'on adapte une œuvre connue, il faut lui apporter quelque chose, il faut apporter sa vision, enfin, il faut trouver un angle nouveau, sinon c'est pas la peine. Bon, déjà de le faire en version complètement chantée, c'est nouveau. Bon, c'est la première fois qu'on fait de Notre-Dame de Paris un musical, mais le film de Disney contenait quelques chansons, mais enfin, une version complètement chantée, c'est déjà un angle nouveau. La nuit est si belle et je suis si seule. Je n'ai pas envie de mourir. Je veux encore chanter, danser et rire. Je ne veux pas mourir. Mourir avant d'avoir aimé. Vivre pour celui qu'on aime. Aimer plus que l'amour même. Donner sans rien attendre et tout. Libre de choisir sa vie sans un anathème, sans un interdit. Libre sans Dieu ni patrie, avec pour seul baptême celui de l'eau de pluie. Vivre pour celui qu'on aime. Aimer plus que l'amour même. Donner sans rien attendre et tout. Ce deux mondes qui nous séparent, un jour seront-ils réunis? Oh, je voudrais tellement y croire, même s'il me faut donner ma vie pour changer l'histoire. Vivre pour celui qu'on aime. Aimer sans rien entendre et tout. Comme la nuit et le jour. Jusqu'au d'amour. Jusqu'au Oui, donc avec Cotchand, on avait fait des chansons ensemble, mais là, faire un opéra de 2h30, ça demande un... Il faut être sûr d'avoir le souffle, d'aller jusqu'au bout ensemble. Et ce qui m'a donné envie, c'est qu'il avait dans ses tiroirs une dizaine de musiques très lyriques, très proches de l'opéra. Et il disait, je ne sais pas quoi faire avec ces musiques, il me les jouait tout le temps comme ça. Bon. Et moi je dis toujours, mais pourquoi on ne fait pas un opéra?
Il faut trouver un sujet. Bon. Et puis quand j'ai pensé au sujet de Notre-Dame de Paris, tout d'un coup, là, j'ai repensé aux musiques de Cocciante qui m'avaient joué. J'ai dit, écoute, rejoue-moi. Et il m'a donné donc la musique qui est devenue belle, mais sur laquelle il chantait Time, parce que souvent les compositeurs mettent des mots bidons en anglais pour... ils appellent ça faire du yaourt. Et ça, c'est très dérangeant pour l'auteur. Parce qu'après, il faut oublier le maudit mot en anglais. Le time, da-da-da-da-da-da-da-da, time, da-da-da-da-da. Il mettait time à chaque fois. Alors, quand j'ai trouvé belle, j'ai pensé à Esmeralda, et puis bon, ça a été le point de départ de Notre-Dame de Paris. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps un jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Dieu est celui qui lui jettera la première pierre. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. La désirait, fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Oh Notre-Dame, oh, laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Malgré ces grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore plus saine? Quand ces mouvements me font voir monts et merveilles, sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma dulcinée, laissez-moi vous être infidèle, avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Et l'homme qui détournerait son regard d'elle, sous peine d'être changé en statue de sel. Oh, fleur de lys, je ne suis pas homme de foi. J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda.
Les premières musiques qu'il m'a jouées et qui sont dans Notre-Dame de Paris, c'est quand on enregistrait Question de feeling à Londres avec Fabien Thibault. Donc c'était, je crois, en 86. C'était notre première collaboration avec Cocciante. Non. Donc il avait déjà plusieurs de ces musiques, dont en tout cas la musique de Belle et dont la musique qui est la finale du spectacle, Danse mon Esmeralda, dont il voulait faire une chanson sur la Calas. J'ai fait un texte sur la Calas et ça qui lui a pas plu. Et un jour, j'ai dit, je veux cette chanson-là pour finir l'opéra. Il m'a dit, non, ça doit être une chanson sur la Calas. Et puis finalement, quand j'ai trouvé Danse mon Esmeralda, Chante mon Esmeralda, bon, ça a été l'évidence. Il a tout de suite craqué. Ça a l'air évident comme ça, mais il faut le trouver. Parce que de se dire, je veux faire de cette musique le final de Notre-Dame de Paris, qu'est-ce qu'on écrit? Bon, c'est-à-dire qu'au départ, lui, il s'imaginait mal composer un opéra dans lequel il ne chanterait pas. Alors, le rôle de Quasimodo, je crois qu'il ne se voyait pas faire ça physiquement sur scène. Donc, et c'est au moment où il s'est tout à coup dit, je pourrais faire un opéra, ne pas chanter dedans. Et là, il m'est revenu, je ne sais pas, un an après, en disant, finalement, j'aime l'idée et je le ferai et je ne chanterai pas dedans. Donc, je me suis dit, quand même dommage, parce qu'il avait tellement, j'ai dit, pour au moins faire l'album, parce qu'il avait tellement la voix Quasimodo, surtout quand on commençait à faire les chansons, quand on a fait Dieu que le monde est injuste et qu'il me l'a chanté, je me suis dit, qui va pouvoir la chanter comme ça? Je n'avais pas encore trouvé Garou, que j'ai trouvé 2 ans plus tard. Petite fille, vous ne vous moquerez plus quand vous verrez dans la rue Quasimodo le bossu. Qu'elle résonne dans la joie comme dans la tourmente. Mettre un texte en musique, c'est une chose. Mais créer une grande mélodie à partir d'un texte, il y en a très peu qui savent le faire. Souvent, quand les compositeurs travaillent à partir d'un texte, on le sent. On sent que c'est vraiment un texte mis en musique. Donc, c'est presque un accompagnement musical sur des mots. Alors que, avec Berger et avec Cocciante, c'est une mélodie qui jaillit et qui pourrait avoir été faite pour soi-même. Ça m'impressionne. C'est très impressionnant de voir jaillir. Des bateaux sont partis déjà sur l'océan. Bon, évidemment, c'était une liaison pour moi. C'est un dialogue. Florence, la chanson Florence, c'est un dialogue entre le prêtre et le poète. Bon, je m'attendais pas à une mélodie comme ça tout d'un coup qui surgisse. Alors, il arrive aussi qu'on donne un bout de texte, le compositeur commence un récitatif et tout à coup, une mélodie jaillit de ses doigts et qui devient un refrain et sur lequel moi je mets des paroles après. Bon, parce que c'est pas toujours tout un texte écrit avant ou toute une musique, c'est parfois un embryon de musique, c'est parfois un embryon de texte. Et souvent, on se renvoie la balle, la musique avance plus vite que le texte, je suis avec le texte ou vice-versa. Et donc, je me suis retrouvé, c'est pour ça, avec une aussi grande quantité de chansons dans Starmania et dans Notre-Dame de Paris, parce que je travaillais avec des compositeurs qui ne savent pas faire autrement que de faire une mélodie. Ils ne sont pas capables de faire du récitatif pur et simple. Alors, mais c'est vrai que j'ai toujours été attiré à travailler avec des mélodistes. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Nous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles.
cœur jour après jour, de siècle en siècle avec amour. Il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient tout genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers des étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est foutu le temps des cathédrales. La foule des barbares est aux portes de la ville. Laissez entrer ces païens, ces vandales. La fin de ce monde est prévue pour l'an 2000. Notre-Dame de Paris est un énorme succès en France. Et pourtant, certaines comédies musicales ont plus de succès à l'étranger qu'en France. Mais je pense que la bonne raison, c'est qu'en France, l'opéra et l'opérette a été quelque chose de très très fort, puisque pratiquement Offenbach et l'opéra bouffe est à la naissance de ce qu'on a appelé ensuite la comédie musicale. Et en Italie également, l'opéra a une telle empreinte qu'ils ne se sont pas encore débarrassés de ce complexe-là. Jusque dans les années 60, en France, c'était l'opérette classique avec un ballet espagnol au milieu et qui devait finir très bien avec le grand tableau au Châtelet à la fin où c'était la grande scène. On est resté figé sur cette image-là de l'opérette, et comme on est resté figé dans la tradition de l'opéra en Italie, et instinctivement le public se méfie de toute innovation. Ce qui n'empêche pas que certains spectacles comme Starmania ou comme Notre-Dame de Paris fonctionnent merveilleusement bien en France. Mais Starmania et Notre-Dame de Paris sont plus basés sur les succès de chansons que sur la dramaturgie ou l'histoire elle-même que l'on raconte. Parce que Starmania, c'est probablement la collection des plus belles chansons jamais écrites en France. Et avec Notre-Dame de Paris, Luc et Cochiante, ils ont 2-3 tubes dedans, qui est nécessaire en France pour attirer un énorme et très large public, quoi. Et les spectacles trouvent leur propre dimension eux-mêmes. En fait, elle est imposée à nous. Et dans le dernier que nous avons écrit, Martin Guerre, nous avons fait l'erreur de nous laisser embarquer dans un grand spectacle. Alors que l'histoire de Martin Guerre, c'est l'histoire d'un petit village au XVIe siècle, au centre de la France. Et c'est pour ça qu'on a voulu, une fois le spectacle arrêté à Londres, le réécrire pour le remettre exactement dans sa dimension, c'est-à-dire qu'une production moyenne dans une petite salle. D'abord, on n'était pas prêts nous-mêmes. On était un peu perdus dans ce sujet qui est psychologiquement et sur le plan de l'histoire très compliqué. Pour la première fois de notre vie, nous n'avions aucune référence, sauf l'anecdote d'un mec qui revient et qui se fait passer pour un autre. Or, raconter comme ça ne suffit pas pour être chanté. Il a fallu que l'on rajoute un tas d'éléments pour justifier que l'on chante. On n'était pas prêts nous-mêmes à imposer notre vision définitive, et il y a eu trop de gens trop tôt avec nous, qui ont essayé d'utiliser les recettes des Misérables et de Saigon pour faire fonctionner ce spectacle. Et à partir d'un moment, je me suis senti dans un 747 qui décolle, quoi. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine vitesse, il faut absolument décoller. Tu ne peux pas freiner parce que la piste est trop courte. Et on était obligé d'aller jusqu'au bout. Et il a fallu passer par là parce que c'est la vision de ce spectacle qui a pas mal marché tout de même, puisqu'il est resté 1 an et demi à Londres et qu'on a eu le Laurence Olivier Award
Et la première fois de notre vie, on n'avait jamais eu de récompense en Angleterre avant. Et si on n'avait pas fait ce spectacle, et si on n'avait pas pu prendre de la distance et trouver les améliorations à y apporter, peut-être qu'on n'aurait pas fait cette nouvelle production de taille très moyenne qui a débuté cette semaine. Et avec laquelle on est très fiers, on est très contents, parce que c'est exactement la dimension du spectacle, que le sujet nous impose lui-même au départ. Yes, that's Martin-Gay. Back home at last, those from the past better beware. He's seen it all. He knows who he is. And I was made for what I prayed for all those years. To say, but I haven't the short to see this Martin-Gay. En tout cas, nos invités ont toujours une envie, une idée, un projet dans la tête. J'avais commencé un autre opéra rock sur les Amérindiens et que je voudrais bien finir un jour aussi. Ça, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que moi, j'ai une arrière-grand-mère huronne et que, bon, je trouve qu'en Amérique du Nord, ce qu'on a fait aux Amérindiens, c'est terrible, leur sort. C'est un sujet très riche et les danses amérindiennes et la musique amérindienne, c'est très intéressant, c'est très spectaculaire. Donc ça j'aurais bien envie de le finir. Mais on a toujours envie d'écrire quelque chose de neuf, parce que des projets qu'on traîne trop longtemps, on finit par s'en désintéresser et c'est difficile d'y revenir. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est aller vraiment au bout d'un projet quand on en commence un, parce que moi, j'en ai abandonné 2, comme ça, en cours de route. J'avais commencé Maria Chapdelaine en opéra aussi. Ça aussi, c'est un roman qui se passe au Québec, mais qui est très connu en France, qui a été écrit par un Français. Bon, c'est mon enfance. En fait, c'est l'univers de mon enfance. Le père de Maria Chapdelaine, c'est vraiment mon père. La mère de Maria Chapdelaine, c'est ma mère. Et il y a plein de projets pour Notre-Dame de Paris. Alors là, ils viennent de partout dans le monde. Parce qu'évidemment, le sujet intéresse beaucoup. Et Notre-Dame de Paris, c'est, je crois, le genre de musical qui n'ont pas en ce moment sur Broadway. Et ils n'en ont pas un nouveau comme ça. Ils ont toujours Le Fantôme de l'Opéra, Les Misérables, et Saigon, et Cats. Et il y a beaucoup de revivals et beaucoup de reprises. Il y a West Side Story en ce moment à Londres, il y a Cabaret à New York, mais il y a Chicago, mais ils n'ont pas une grande comédie musicale sur un grand sujet avec des musiques très lyriques comme ça. C'est ce que le public de la comédie musicale attend, mais les grands fournisseurs là, ces dernières années n'ont pas réussi à fournir une œuvre qui marche. Et donc les producteurs anglais et américains ou australiens ou canadiens anglais qui viennent sont très impressionnés par le succès, par les chiffres et par le fait que ça fonctionne. Ils s'assoient dans la salle et ils l'entendent en français, même s'ils ne comprennent pas. Ils sont émus et ils sortent de là, en tout cas, en disant il faut le faire en anglais. Il y a des Espagnols qui sont venus, des Allemands, donc c'est sûr que c'est un énorme boulot de suivre tout ça. Pour moi, j'ai plus envie d'écrire une nouvelle œuvre que de passer 3 ans à suivre Notre-Dame de Paris. Mais je vais le faire parce que j'ai un petit peu l'impression qu'on ne l'a pas fait avec Starmania, Michel et moi, puis ensuite Michel est parti, donc je me suis retrouvé tout seul avec une adaptation de Tim Rice pourtant qui devait faire le tour du monde. Donc, enfin, Starmania, on va faire un film. On va faire un film, donc c'est le film qui sera l'aboutissement. Mais c'est pareil, faire le film de Starmania, ça veut dire qu'il faut que je me mette là-dessus pratiquement à plein temps pendant 1 an, parce qu'il faut le scénariser, il faut discuter avec un scénariste, avec un réalisateur, il faut trouver de nouveau un casting international. On cherche un sujet, donc chercher un sujet, c'est être curieux de tout, c'est de lire des bouquins, c'est un fait divers peut être également un sujet. Puisque Roméo et Juliette avait été inspiré à Shakespeare à cause d'un fait divers qui s'était vraiment passé à Vérone. Rien ne vient de rien, quoi. Ça n'existe pas, les sujets qui sont les sujets spontanés. Tous les grands sujets ont toujours été inspirés par des faits réels. C'est la vie réelle qui donne parfois... Valjean a été inventé par Victor Hugo parce qu'il a eu un flash un jour
quand il est passé devant un poste de gendarmerie à Paris et qu'il y avait un bagnard qui était sur un côté enchaîné et que de l'autre côté il y avait pas un carrosse mais une voiture à cheval avec dedans une femme et une petite fille qui étaient très très bien habillées. Et dans son journal, il explique qu'il s'est arrêté là et qu'il les a regardés, il les a observés. Et il a dit pendant la demi-heure où j'étais là, la petite fille et la femme n'ont jamais regardé ce bagnard qui était juste à côté d'eux et qu'il n'y a eu aucun échange de regard. Et il dit lui-même que je me suis dit que dans cette société où il y a un tel précipice entre deux couches sociales qui va d'un extrême à l'autre, c'est qu'il y a un problème. Et il a commencé à essayer de raconter l'histoire de ce bagnard d'abord. Et là encore, le cinéma est un rêve? On a eu déjà beaucoup de propositions pour Les Misérables. D'abord, c'est pas nous qui décidons, parce que l'industrie du film est quelque chose qui nous est tout à fait étranger. L'envie, oui. On a déjà travaillé plusieurs fois avec des metteurs en scène américains, avec des noms extrêmement connus, que ce soit Spielberg ou Livingstone, ou avec Alan Parker également. Mais ça leur fait un peu peur, ça. Et je dois dire que si Evita avait été l'énorme succès qu'ils escomptaient que ça allait être, on aurait eu peut-être des chances, mais le fait que Evita n'ait pas merveilleusement bien marché, ça leur prouve que la comédie musicale chantée au cinéma, ça les a refroidis un peu surtout. Mais un jour peut-être que ça se fera, je ne sais pas. Mais c'est pas notre préoccupation parce que nous, c'est un métier que l'on ignore totalement. Et les gens qui y sont avec les meilleures intentions du monde, même si on les rencontre et même si on en parle, en même temps ils ont 40 projets et puis c'est très compliqué, quoi. Quand je vois le temps qu'ils ont mis à arriver à faire Evita, ils ont mis 10 ans, ils en ont discuté pendant 10 ans, c'est passé, ça devait être Barbra Streisand après. Ils en ont discuté tellement longtemps qu'elle avait plus l'âge de le faire, et puis après c'était Meryl Streep, et puis après c'était, je sais plus qui encore, Liza Minnelli. Finalement, bon, quand Madonna est arrivée, ça a fait exister, mais ça a quand même mis 5 ans à se faire avec Madonna qui voulait le faire et Oliver Stone qui voulait le faire. Et finalement, c'est pas Oliver Stone qui l'a fait, c'est Alan Parker. Enfin, avec des grands noms comme ça, quand je vois la difficulté de monter un grand film hollywoodien, moi, je préférerais faire un très beau film en français et que l'œuvre existe en français au cinéma. Moi, je pense qu'à l'heure qu'il est, ce que j'aimerais, c'est faire un film en français avec des vedettes internationales qui chanteraient Starmania en français. Parce qu'en français, on a un public, on a des millions de personnes qui ont acheté l'album, des millions de personnes qui ont vu le spectacle et qui iront donc forcément voir le film. Par exemple, Noah serait une merveilleuse Marie-Jeanne, bon, Céline Dion serait une merveilleuse Marie-Jeanne aussi. Bon, il y en a, hein. Oui, Michel Sardou, il serait un 0 janvier assez étonnant aussi, mais il y a aussi des... C'est permis d'imaginer c'est permis d'imaginer au cinéma, pourquoi pas Elton John en 0 janvier, bon, hein. Pourquoi pas, on peut rêver. Mais imaginez Tina Turner en Stella Spotlight, ce serait génial. Je le rêve, mais bon, je rêve. Bah surtout, merci de rêver. Merci de continuer de rêver. Et encore 1000 merci de nous faire rêver, messieurs Claude-Michel Schoenberg et Luc Plamondon, qui étaient nos invités ce soir. Et la meilleure chose que vous puissiez faire, eh bien, c'est vous aussi d'aller les voir, d'aller les applaudir sur scène. C'est là que tous ces artistes, auteurs et compositeurs prennent leur dimension. Alors n'ayez pas peur, sortez de chez vous et allez voir ces spectacles sur scène. C'est l'heure où les honnards descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met feu au building? C'est toujours les honnards. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Il y a qui se maquille, ça fait rire les passants. Et quand ils voient du danse sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. On arrive en ville.